Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Eh bien oui, et dans tous les états, et vous serez dans tous vos états quand vous écouterez Éric Stemlen parler, décrire et décrypter l'opération Macron, the biggest operation of the century. 0826 300 300. Tout d'abord, on retrouve Claude qui nous appelle de l'Ariège et qui voudrait réagir sur le nucléaire. Bonjour Claude. Sur le nucléaire et surtout sur l'éolien. Moi, je voudrais d'abord remercier André Berkoff d'avoir remis au menu ce problème du scandale de l'investissement éolien. Ouais. Et je voudrais dire que c'est même pire que ce qu'il a dit, parce que quand on prétend que l'Allemagne a arrêté toutes ses centrales nucléaires, c'est faux. L'Allemagne a voté l'arrêt du nucléaire, mais ils ont toujours des centrales nucléaires qui produisent parce qu'ils n'ont pas été capables de les remplacer. Quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas de vent. Et donc, à la fois, on a un scandale technique, parce que quand on va faire des éoliennes offshore, ça veut dire qu'on va mettre des quantités colossales de production d'électricité loin de tout. Là, offshore, il y a pas grand monde qui consomme de l'électricité offshore. Ça voudrait dire qu'il faut en plus la ramener sur le continent avec de grosses pertes. Tout ça. Les Allemands ont dépensé 200 milliards pour leur transition énergétique et ils produisent autant de gaz carbonique qu'ils en produisaient il y a 20 ans et leurs centrales nucléaires tournent toujours, et c'est pareil pour les Suédois. Alors faut arrêter. La transition énergétique, c'est en fait une imposture intellectuelle qui a été votée par des politiques et des gens ou des écolos verts militants qui à la limite connaissent pas vraiment la science énergétique. Et voilà. Oui, ils ont confondu transition et transit. Vous avez tout à fait raison. C'est vraiment un scandale et quand on voit qu'on va suivre cette transition-là, nous ici en France, c'est quand même un scandaleux. Merci en tout cas de votre témoignage. Et au 0826 300 300, en tout cas, vous continuez à nous appeler. Vous pouvez intervenir quand vous le voulez sur Sud Radio. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Tout de suite, on accueille l'invité d'André Berkoff, Éric Stemlen, docteur en sciences économiques, ancien directeur des programmes de France 2 et auteur de ce livre, Opération Macron. C'est publié aux éditions du Cerisier. Éric Stemlen, bonjour. Bonjour. Alors dites-moi, édition du Cerisier, je me suis renseigné quand j'ai vu cela et j'ai vu que c'était une maison d'édition belge. Alors quoi, vous trahissez la France en éditant en Belgique, vous voulez pas fabriquer français? Pourquoi vous êtes allé en Belgique, enfin en tout cas édition belge? Tout simplement parce que depuis début 2018, j'ai proposé mon manuscrit à un assez grand nombre d'éditeurs français. Des amis à moi, mais éventuellement des écrivains connus l'ont également proposé. Des éditeurs qui sont connus pour être pas forcément favorables à Emmanuel Macron, donc en tout cas libre, on l'espère. En tout cas indépendant, oui. Exactement. Ouais. Et puis nous sommes heurtés à une absence de réponse. Non, pas de refus. Ils vous ont même pas dit, écoute, ça ne va pas. Non, on y pense, attends, tiens, enfin bon. Donc des réponses un peu dilatoires, et ça a duré comme ça pendant très longtemps, puisque jusqu'au début 2019, rien du tout. Enfin, je vous passe sur un petit détail. J'ai été reçu par un grand éditeur français, puis il voulait m'éditer en octobre. Et puis il a pu donner signe de vie, et 2 mois après, il m'a envoyé un mail très court en me disant on est réorganisé, on est désolé. Voilà, et donc un éditeur belge a lui pris les choses en main. Alors c'est très intéressant votre livre, et je l'ai lu vraiment de façon passionné, même s'il y a des choses dont on n'est pas d'accord et on en parlera. Mais vous parlez, vous l'avez titré Opération Macron, et vous racontez comment effectivement, et ça me rappelle ce formidable bouquin d'un écrivain américain sur Kennedy qui s'appelait The Making of a President, la fabrication d'un président, et comment Macron est arrivé au pouvoir. Et vous le racontez, c'est pour ça que Éric Stemlen, je trouve que vous avez une manière très originale de présenter la chose et de l'écrire. C'est que vous parlez à partir vraiment de témoignages de journaux, de télévision, de Twitter, de net, etc. C'est-à-dire, vous parlez à partir des médias et vous faites vos réflexions, et c'est chronologique, c'est ça. Absolument. Et qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire ça comme ça? La première fois que j'ai entendu le mot opération, c'est dans la bouche d'un certain François Bayrou.
En septembre 2016, on l'interroge sur Emmanuel Macron, qui n'est toujours pas candidat apparemment à la présidence de la République, et il déclare qu'il s'est toujours opposé au mélange entre la décision politique et le monde de la finance, le monde de l'argent. C'est Bayrou qui dit ça. C'est Bayrou qui dit ça textuellement, et il dit « Il est parfaitement clair que c'est une opération de ce genre dont il s'agit. » Je cite. Je me suis dit, tiens, en effet, il semblerait que... Et j'ai commencé à prendre des notes. Et en prenant des notes, j'ai vu qu'il y avait une accumulation incroyable d'articles, d'émissions de radio, de télévision, etc. Et je commençais à me perdre pratiquement dans la masse. Des milliers d'articles, des centaines d'heures, des dizaines de couvertures, etc. Et donc, je les ai classés pour m'y retrouver moi-même par ordre chronologique. Et petit à petit, je me suis aperçu que ça parlait de soi-même. Que c'était pas la peine de faire une thèse, d'écrire un bouquin même à de faire une charge. enquête, enfin, Non, que les faits, la succession des faits, la chronologie a un caractère implacable. Et rigoureux en plus, c'est-à-dire que tout ce qui est raconté finalement sont des choses qui étaient publiques. C'est ça, c'est que tout est public. Vous ne faites pas des révélations de coulisses, etc. Aucunement. Et alors, vous commencez quand, en fait Alors, après, je parle à date, oui. J'ai un peu remonté, donc je suis remonté jusqu'à l'arrivée d'Emmanuel Macron auprès de François Hollande début 2012. C'est ça, au moment de la présidence Hollande. Au moment de l'élection présidentielle. Et puis ensuite, étant donné que les articles parlaient abondamment de sa jeunesse et de son couple, j'ai donc forcément, là aussi, repris un certain nombre d'éléments antérieurs. Je me suis aperçu d'ailleurs que dans les années 2014, on racontait une assez jolie histoire, pour ne pas dire une légende, sur la jeunesse d'Emmanuel Macron. Alors racontez, précisez. Beaucoup de choses un peu bizarres. Oui, c'est dire. Alors justement, parce que vous racontez d'ailleurs très bien, et c'est très frappant à la lecture de votre livre, c'est l'extraordinaire volume accordé par les médias à Emmanuel Macron d'emblée. D'emblée. Il est même pas ministre. Il est encore secrétaire à l'Élysée, secrétaire général à l'Élysée, etc. Et la presse est remplie de Macron. Il est secrétaire général adjoint. C'est l'objet d'une double page dans Libération, par exemple. Et d'articles dans l'Express, dans l'Obs, etc. Il n'est pas nommé ministre depuis une journée, qui fait la couverture de l'Express et de l'Obs. En même temps, même semaine. Même semaine. C'est beaucoup. C'est pas mal, vous allez rire, si je puis dire, même semaine, il fait la couverture de Closer. C'est quand même assez étonnant, puisque c'est un inconnu. Closer ne fait pas des couvertures sur quelqu'un, enfin, il est en couverture. Il fait pas une couverture sur quelqu'un qui est un inconnu. C'est pas une façon de vendre du papier. Donc c'est qu'il y a quelque chose qu'on a envie de raconter. Et quand on commence à voir ce qu'il a raconté, on voit qu'ils insistent assez lourdement sur son couple. Ce qui fait que je suis amené à en parler dans le livre, alors pas un sujet normalement dont on devrait parler en politique, mais alors il y a une quantité d'articles sur son couple, et je retrouve systématiquement la même phrase dans tous les articles. Laquelle ? Elle a 36 ans et lui 17. Bon. Oui, c'est pas très difficile de vérifier. L'état civil, c'est une chose qu'un journaliste, même Ils ont français, dû penser à la chanson de Dalida. Il venait d'avoir 18 ans. Ça faisait joli, ça avait un côté stendhalien. Bon. Il se trouve que, vérification faite, elle a 39 ans, pardon, et il en a 14 quand ils se rencontrent. Il n'y a pas de mal à ça. Bien sûr. Pourquoi est-ce qu'on a construit une histoire pendant plus d'1 an et demi ? Je relis partout, et même dans des biographies. C'était les mêmes chiffres, les mêmes âges, etc. Les mêmes phrases, les mêmes chiffres, etc. Donc je trouvais qu'il y avait là une construction, disons, qu'on voyait bien que derrière tout ça, il y avait des communicants. Communicants dont personne ne parle. Il y a le seul article où j'ai vu que Havas Worldwide s'occupait de la communication d'Emmanuel Macron, alors ministre, c'est dans la Tribune de Genève. Pas en France, pas un journal français, non. D'accord. Et alors justement, donc cette saga, cette histoire est racontée, mais vraiment de façon massive pendant. C'est gigantesque. Moi, j'ai travaillé dans le domaine de la publicité, du marketing, de la télévision. Enfin bon, si on voulait estimer la quantité, on est très au-delà d'une centaine de millions d'euros d'espace publicitaire. Parce qu'il faut voir que les articles relèvent de la publicité. Ce sont des articles dithyrambiques où ce monsieur a toutes les qualités, il est jeune, beau. Dans Le Monde, on dit qu'il a de beaux yeux. Quand même, dans le monde. Le monde a changé, c'est le cas de le dire. Nous sommes dans le nouveau monde. On peut croire, oui. Enfin bon, 39 couvertures de magazines avant qu'il soit candidat à l'élection présidentielle. 39 couvertures. Des milliers
articles où il est cité, plus de 8000 articles, je crois, dans Le Monde, 4000 articles dans l'Express, ou l'inverse, je ne sais plus à ce stade, bien qu'étant statisticien, je ne sais plus compter. Non, c'est une quantité colossale et sans aucun équivalent dans l'histoire politique française. Vous voulez dire, oui, c'est la question que j'allais vous poser, Éric Stemlen. Vous dites que ça n'est jamais arrivé à ce stade-là. Non, jamais. Ni pour Sarkozy, ni pour... Non, qu'il puisse y avoir des grosses couvertures de presse. Quand approche l'élection présidentielle, oui, c'est une quand chose. il est président, etc. Oui, mais c'est là ce il faut bien insister sur le fait que ça démarre bien antérieurement. Après, c'est tout à fait normal qu'on parle d'Emmanuel Macron qui est candidat à la présidence de la République. Mais avant, on en parle systématiquement et à tout propos. Il y a un article dans l'Express, je dis bien l'Express, sur ces couples où la différence d'âge est importante. Et évidemment, de qui parle-t-on? D'Emmanuel Macron. Enfin voilà, c'est et alors, une avalanche. Pour vous, donc, et pas besoin de tomber dans le complotisme pour ça, c'est une action délibérée, arrangée. C'est vraiment une stratégie de communication. Oui, c'est commencée très tôt. C'est pour ça que j'aime bien le terme d'opération. L'opération, c'est tout ce qu'il y a de plus public. Ouais. Là, c'est vraiment fait pour que ce soit visible. Au contraire, il n'y a rien de secret. Et naturellement, comme il se trouve que les organes de presse en question se trouvent être, pour la plupart d'entre eux, la propriété de personnes qui se trouvent être des amis personnels d'Emmanuel Macron. Xavier Niel explique qu'il le connaît depuis 2010 et qu'ils sont devenus copains. C'est lui qui parle. D'autres aussi, je crois. On apprend que le couple Macron dîne pratiquement une fois par semaine chez Bernard Arnault. Bon, toutes ces personnes possèdent... Tout ça est dit et publié. Voilà, donc il n'y a rien de secret. Au contraire, c'est une opération publique qui est destinée à amener ce personnage au premier plan, au premier rang. Eh bien, on va continuer à parler de cette passionnante opération Macron et comment on a fabriqué, au bon sens du terme, un président avec Éric Stemlen. Et tout ça est à lire dans son livre qui s'appelle, comme vous l'avez dit, André Berkoff, Opération Macron, publié aux éditions belges du Cerisier. On se retrouve sur Sud Radio dans quelques instants. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. André Berkoff qui est toujours avec son invité Éric Stemlen, docteur en sciences économiques, ancien directeur des programmes de France 2 et auteur de ce livre, Opération Macron, publié aux éditions du Cerisier. Alors, Éric Stemlen, c'est très intéressant. Donc, effectivement, vous avez raconté la manière dont vous avez écrit l'opération Macron. Encore une fois, un livre que je recommande. On peut le trouver, effectivement, soit sur Amazon, soit dans les bonnes librairies. Enfin, j'espère. Et c'est un livre qui décrit, justement, il n'y a pas eu d'enquête. On est cherché dans les coulisses et attraper des révélations. C'est pas du tout ça. Tout est là, tout est écrit, tout est sur la table et on montre. Alors, en fait, vous en concluez quoi? C'est-à-dire qu'il y a eu un certain nombre de gens et alors justement, pourquoi Macron? C'est-à-dire pourquoi un certain nombre de gens qui ont du pouvoir, un peu, que ce soit dans la finance ou dans les médias ou ailleurs ou en politique, pourquoi ils se sont dit très tôt, parce que visiblement très tôt, pourquoi Macron et pourquoi ce sera lui? Quand on regarde précisément la chronologie, moi j'ai eu le sentiment que c'était un garçon, parce qu'il est jeune, qui plaisait à ce monde que l'on appelle souvent de l'oligarchie. Ouais. Il se trouve, comme je le disais, qu'il avait des relations personnelles. Bon, et donc on le destinait. Et sa femme aussi, et Brigitte Macron aussi, par le biais de Franklin, comme on dit. Qui lycée Franklin. Mais racontez. Oui, je le dis aussi, oui. C'est intéressant. C'est certainement là qu'il rencontre Bernard Arnault. Parce que Brigitte Macron était professeure. Elle était professeure des deux fils de Bernard Arnault. C'est ça. Voilà. Enfin, on voit que tout ça est lié. Et puis il y a des bonnes fées qui se penchent sur le berceau, si je puis dire, d'Emmanuel. Jean-Pierre Jouyet, Alain Minck, Jacques Attali. Enfin, vous voyez, il y a Serge Weinberg. Enfin, tout ce petit monde, ce sont des gens qui se connaissent parfement. Ils ont là quelqu'un qui a du talent, qui a des qualités, qui présente bien, qui est brillant. Voilà. Bon. Alors. Évidemment, je ne suis pas de ceux qui vont imaginer que ça fait 20 ans qu'on le destine à la présidence de la République. Non, mais je crois qu'une fois que il est nommé ministre de l'économie, on s'aperçoit qu'il passe bien, qu'il devient petit à petit populaire. Et donc, il y a un choix qui va s'opérer entre Alain Juppé et Emmanuel Macron. Alain Juppé était aussi visiblement le favori. Bon. Ouais. Pour des raisons que j'ignore et que, par définition, comme vous l'avez dit, je ne fais pas une enquête avec des révélations scabreuses, il se trouve qu'à un moment donné, on va visiblement, dans ce milieu, préférer Emmanuel Macron, alors qu'il se disait que
on voyait une sorte de ticket, Alain Juppé, président, Emmanuel Macron, Premier ministre, ça s'est dit. Et puis, il y a eu un basculement. Alors, le basculement, pardon, Éric Stemlen, est-ce que ce basculement a eu lieu avant les primaires de la droite, ou Alain Juppé a perdu? Ouais, je pense qu'il a eu lieu avant. Oui. Alors, d'aucuns pensent qu'il a eu lieu après. Là aussi, je ne suis pas dans le secret. Moi, je crois qu'il a eu lieu avant parce que quand on voit la primaire de la droite, justement, Fillon gagne la primaire. Le lendemain, ou 2 jours après, disons, Paris Match fait sa couverture sur Emmanuel Macron. À 2 jours après les résultats de la primaire. C'est stupéfiant. Et vous avez un petit encart un peu sinistre avec François Fillon qui fait une sale tête et François Fillon la surprise en petit sur le côté. Bon, il semble qu'un choix a été fait. Le Point consacre, j'ai compté, 11 pages à Emmanuel Macron et 11 pages à François Fillon. Les sondages à l'époque donnent 30% à Fillon, 15% à Macron. Curieux que le Point équilibre à ce point-là les choses. France 3. Le lendemain de la victoire de Fillon à la primaire, consacre un documentaire, si on peut appeler ça comme ça, une sorte d'agiographie, à Emmanuel Macron d'1 heure et demie. Tout à fait étonnant. Juste après la primaire. Juste après la primaire. Donc, j'ai le sentiment que le choix était déjà fait. D'accord. Et en fait, cette espèce d'unanimisme ou d'unanimité ou d'unamisme d'une grande partie des médias, c'est quelque chose. Est-ce que vous retrouvez justement ce qui est intéressant encore une fois dans votre livre, dans Opération Macron, c'est les éléments de langage. On retrouve pratiquement, et c'est vraiment une analyse, je dirais pas sémantique, on retrouve les mêmes éléments dans des journaux qui, normalement, sont d'opinions très diverses. Ah oui. Mais j'étais obligé d'en supprimer un grand nombre, parce que je me heurtais à une sorte de copier-coller permanent. Alors, je me suis dit, ce bouquin, il va faire de 600 pages et ça va être répétitif, un point terrible. Bon, forcément, je suis moi-même répétitif puisque, oui, on voit bien qu'il y a des éléments de langage. Quand je disais qu'il y a une agence de communication derrière, ça saute aux yeux. J'ai travaillé dans ce domaine, je vois bien comment ça fonctionne. Et donc, ces éléments de langage sont recopiés systématiquement et ça dresse le portrait d'un jeune homme bien sous tous les rapports et qui a toutes les capacités. Voilà, c'est fait pour ça, c'est bien monté. Avec un couple avec un couple qui est assez de l'amour et intéressant, donc sur lequel on va pouvoir travailler. J'ai remarqué même techniquement que un certain nombre d'éléments de langage apparaissaient dans la presse People. Vous les vous trouviez dans VSD, dans Gala, dans Voici, des longs articles sur Emmanuel Macron. Et comme ça avait l'air de bien passer, finalement, on retrouvait à peu près la même chose dans les magazines d'information. Ah oui. Vous voulez dire que, en fait, en l'occurrence, la presse People a devancé, a précédé les magazines d'information. C'est assez frappant, oui, souvent. Les premières couvertures ont été dans la presse People, alors qu'il était encore assez peu connu. Et puis petit à petit. Alors chez vous, parce que dans d'autres livres, elle a été très très valorisée. Mimi Marchand, la directrice de l'agence Best Image, qui aurait, on parle de condition, le monopole des images du couple, en tout cas pendant longtemps. Vous n'y accordez pas, vous, beaucoup de place? Pas tant que ça, parce que je crois qu'elle apparaît tardivement. Elle apparaît quand véritablement il se lance dans la campagne électorale. Et là, effectivement, elle a un apport technique, entre guillemets, qui est important. Mais j'ai comptabilisé un nombre de couvertures incalculable avant qu'elle apparaisse. Donc, les choses étaient déjà parties. Et est-ce que vous en parlez aussi est-ce qu'il y a eu, en fait... Parlons un peu de démocratie, etc. Honnêtement, parce qu'il faut aussi dire, après tout, on peut dire aux Français, oui d'accord, mais même si vous avez été beaucoup à vous abstenir, beaucoup vous avez voté pour lui, et puis tant pis pour vous, enfin vous êtes adulte, majeur et vacciné, vous n'avez qu'à prendre vos responsabilités. Est-ce que vous croyez que cette campagne, et à quel point et à quel niveau elle a influencé ? C'est un vieux débat des publicitaires. À quel point on influence, si je puis dire, l'acheteur. Et là, on est pratiquement dans du marketing, et donc c'est de cet ordre-là. Il va de soi qu'on influence. On ne dépense pas, si je puis dire, une énergie pareille en pure perte. On sait pertinemment qu'il y aura une influence. La mesurer en pourcentage, c'est très difficile. On voit tout de même que après ces 2 années intensives, c'est-à-dire 2014-2016, les intentions de vote pour Emmanuel Macron sont de l'ordre de 15%. Donc, en 2016, c'est 15%. Avant qu'il soit candidat. Avant qu'il soit candidat, oui. Donc on voit à peu près le niveau auquel on peut faire monter quelqu'un qui ne s'est toujours pas présenté à l'élection présidentielle. Donc ça donne un ordre de grandeur de l'efficacité de la gigantesque campagne. Et puis, comme vous dites, ça peut s'élever. D'ailleurs, c'était tout à fait a fortiori, puisque
Trump, lui, s'est bâti contre les médias et contre l'establishment, mais avec ses foucades, il faisait des centaines de millions de dollars de publicité. Là aussi, vous disiez qu'il y avait des centaines de millions d'euros de publicité gratuite. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Puis, quand vous voyez la tonalité de certains articles, il devrait y avoir marqué en bas public reportage. Public reportage. C'est absolument stupéfiant. J'ai trouvé, par exemple, un article dans Le Parisien où on va interviewer, on prétend aller interviewer les anciens camarades d'Emmanuel Macron au lycée La Providence. À Amiens. Alors, il avait déjà tout jeune toutes les qualités voulues et sa professeure de français, il était son chouchou et elle lisait en classe ses devoirs. Exact. Sauf que manque de chance, il a jamais été en classe avec madame alors, avec cette dame. Oui. Et donc, visiblement, cet article cite un faux témoignage. On peut pas appeler ça autrement. Et il y en a plein comme ça. Et puis, on peut rappeler aussi ses relations à l'école normale et puis Paul Ricoeur. Oui, alors, il y a eu là aussi des glissements sémantiques astucieux. Alors, le Normal Sup, on a quand même entendu sur RFI qu'il avait réussi l'école normale supérieure. Une radio publique, tout de même, c'est un peu audacieux. Ou qu'il était agrégé de philo, je ne sais plus. Non, agrégé de philo, c'était dans Paris Match. Enfin, il était l'assistant de Paul Ricoeur, alors que la fonction d'assistant avait disparu depuis 20 ans à l'université. Enfin bon, il y a toutes sortes de choses comme ça. C'est une jolie légende au départ. Alors petit à petit, forcément, on fait un peu plus attention et les choses sont plus sérieuses. Mais c'est intéressant justement d'avoir fait ce que j'ai fait, c'est-à-dire de remonter suffisamment en amont depuis 2012 pour voir qu'au départ, pour parler franchement, c'est un tissu de mensonges. Oui, c'est-à-dire qu'au départ, on part dans un certain nombre de choses, et après, ça s'affine, bien sûr, au fur et à mesure. Pas non plus. Voilà. Mais Éric Stemlen, encore une fois, moi, je conseille la lecture de ce livre parce qu'il est, du point de vue justement de la science politique et de ce qui se passe, c'est tout à fait intéressant, et plus que ça. À votre avis, est-ce qu'on va vers un phénomène qui va se renouveler pour quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on est entré dans la zone où on va commencer à préparer, encore une fois sans aucun complotisme, tout est à visage découvert, est-ce qu'on va entrer dans ce marketing effréné, qu'il soit pour X ou Y, demain, ou est-ce que, effectivement, au contraire, ça va donner un peu de distance aux gens qui vont se dire, puisque après, il y a effectivement les sanctions et les résultats du quinquennat, et ce que ça va donner. Pour vous, c'est parti dans cette... Moi, je crois que non. Je pense que c'est une opération unique dans son genre. D'abord par son ampleur. Et par le fait que précisément elle a eu lieu et que malgré tout le citoyen n'est pas totalement dupe et qu'on ne peut pas recommencer. On ne peut pas recommencer parce que dès le début, là pour le coup, les gens s'en rendront compte. Alors que là, ils se sont fait, si je puis dire, avoir petit à petit, tout simplement par la succession tranquillet des articles dans la presse People, etc. Donc on l'a pas vu venir, entre guillemets. En tout cas, à suivre. À suivre et à relire, exactement. Opération Macron, c'est le nom de l'ouvrage de votre invité André Berkoff, et c'est le nom de l'ouvrage d'Éric Stemlen, qui est docteur en sciences économiques et ancien directeur des programmes de France 2. Opération Macron, qui est publié aux éditions du Cerisier. Merci à vous, Éric Stemlen. Merci André Berkoff. Bon week-end à vous. On vous retrouve lundi dans tous vos états, bien reposés et remontés comme un coucou, comme d'habitude, à partir de midi sur Sud Radio. La journée continue, chers amis. Je vous rappelle ce rendez-vous exceptionnel ce soir sur Sud Radio. Les vraies voix à Sud Radio de Christophe Bordet en direct de la place du Capitole à Toulouse pour l'Open de France de paddle. On rendra hommage au 90e anniversaire, en tout cas de la naissance de Claude Nougaro depuis la Ville Rose. Mais pour l'heure, on retrouve Jacques Pessis pour les clés d'une vie avec son invité exceptionnel, Francis Huster. Belle journée à vous sur Sud Radio.